Marhaba bikum. Avant toute chose, je me dois de vous dire que j'aurais souhaité faire ma conférence en arabe. Mais je ne maîtrise pas suffisamment cette langue pour pouvoir le faire. C'est-à-dire pour faire une conférence académique. لازم المستوى يعني التحكم في اللغة يكون أعلى باش يقوم بمحاضرة من هذا النوع. ولهذا نستعمل اللغة اللي نتقنها أحسن. La raison tient au fait que j'appartiens à une génération qui a été empêchée d'apprendre l'arabe. La médersa où nous allions enfants a été fermée très peu de temps après le déclenchement de la guerre de libération nationale. Et à l'école française, non seulement l'arabe ne nous était pas enseigné, mais il nous était interdit de le parler, même à la récréation. Alors nous avons appris le français du mieux que nous avons pu pour pouvoir avancer. Nos aînés de cette langue, ils en ont fait une arme de contestation et par la suite une arme de guerre. Quant à ma génération, elle en a fait après l'indépendance un moyen pour édifier le pays et pour transmettre le maximum de connaissances à ceux qui venaient après. Nos jeunes ont la chance aujourd'hui de maîtriser cette belle langue. Ils ne doivent pas pour autant, à mon humble avis, négliger les autres langues afin de pouvoir en tirer le meilleur dans leur intérêt et dans l'intérêt du pays aussi. À ceux qui, dans cette salle, ne maîtrisent pas suffisamment la langue française, je leur demande de l'indulgence et une bienveillante attention. Ceci dit, je tiens à remercier les autorités publiques de la wilaya de Tiaret et à leur tête M. le Wali d'avoir encouragé l'inscription de ma conférence dans ce riche programme culturel du mois de Ramadan, comme je le remercie lui et ses collaborateurs d'avoir bien voulu honorer de leur présence cette agréable soirée. Je tiens à remercier aussi les membres du comité chargé de l'organisation et à leur tête, c'est Morad Benhammer, d'avoir fourni tous les efforts nécessaires pour que la conférence se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je tiens enfin à remercier tous ceux qui ont bien voulu assister à cette soirée, parmi eux des amis et des parents, en leur disant que nous sommes là pour honorer leur ville et sa région. Comme beaucoup d'entre vous, je suis né et j'ai grandi dans cette ville et sa région. J'ai bu l'eau pure de ses sources. J'ai été nourri des fruits de ses montagnes, ainsi que du blé dur et tendre du Cersou et de ses hautes plaines. De même que j'ai aussi beaucoup appris de mes aïeux, de mes parents, de leurs amis et de nos enseignants. Comme beaucoup d'entre vous, cette ville et sa région ont donc fait de moi ce que je suis. Et à ce titre, je leur suis redevable. Avec les natifs de Tiaret qui se sont implantés ailleurs, nous sommes aussi redevables à ceux qui sont restés ici et à ceux qui y sont venus vivre et travailler. Parce qu'ils ont préservé cette ville, ils l'ont rendue plus belle, ils ont aussi fait de sa région une région pleine de promesses. Ce livre que j'ai le plaisir de vous présenter, devant vous, met en lumière la place qu'ont occupé Tiaret et sa région dans l'histoire riche de notre pays d'Algérie. Pour mener à bien l'écriture de ce livre, j'ai exploité pas moins de 82 ouvrages et plus de 80 articles. Parmi les auteurs consultés, les uns sont d'Occident, les autres sont d'Orient, et les plus nombreux sont des Algériens. Pour étayer mes dires, pour essayer mes dires, je renvoie à plus de 626 références. L'exploitation de cette documentation
m'a permis de réunir suffisamment de matière pour mener à bien l'écriture de cet ouvrage, matière que j'ai structurée en 15 chapitres et dont je vous donne ci-après l'économie. À l'origine, l'homme est apparu dans la région de Tihert il y a 2 millions d'années. Et c'est pour vous dire que notre pays et notre région sont un des berceaux de l'humanité. Ça, c'est pour répondre à des gens qui nous disaient « vous n'existez pas ». Notre pays a connu en ces lieux, ou cet homme qui est né dans notre région a connu en ces lieux toutes les étapes de son évolution. Depuis l'homme habile jusqu'à l'homme qui sait. Cet homme qui sait s'est particulièrement distingué dans notre région, puisque vers moins 5000 ans, il a inventé l'acupuncture pour soigner les malades. Comme en témoignent les squelettes de cette époque, découverts près de Sidi el-Husni, de même que cet homme a inventé, pour ses besoins, un outillage perfectionné. Pour ces raisons, les scientifiques ont distingué cet homme qui a vécu dans notre région il y a 5000 ans et lui ont donné comme nom l'homme tiarétien. Vers moins 4000 ans, comme dans d'autres lieux en Algérie, l'homme dans notre région a commencé à se sédentariser, puis il a développé l'agriculture, l'industrie. Point de jonction entre les hautes plaines et le Tel. Notre région avait permis très tôt aux tribus des montagnes de développer des relations économiques et humaines très étroites avec les tribus du sud. Il n'y avait pas de fracture entre ces deux milieux. Vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, notre région s'était en outre bien intégrée dans le commerce international, puisqu'elle possédait une place commerciale de première importance située près de Kefsmar, pas trop loin de la ville actuelle de Tiaret. Dans cette place s'échangeaient à la fois des produits de la région, mais aussi des produits venant d'Europe et d'Afrique. Vu son importance dans l'équilibre économique et humain entre le Tel et les hautes plaines, les rois numides n'avaient jamais négligé cette région. Sifax, l'un de nos premiers rois de l'époque, l'avait intégré dans son état de Massaï-Sili. Quant à Massilissa, il en fit l'une des pièces maîtresses dans la construction de la Grande Nubie. L'agression romaine, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, allait briser cette équipe. Dans notre région, la colonisation romaine s'était traduite par la construction en l'an 201 avant Jésus-Christ, sur l'emplacement de l'actuel Tiaret, une place forte dénommée Tingarti. Grâce à sa position stratégique et à la richesse de sa région, Tingartia se développa rapidement, s'entoura de 2 murs d'enceinte et ne tarda pas à devenir le siège d'un évêché. En lui joignant 2 autres places fortes, Kulumnata, actuelle Sidi el-Husni, à l'est, et Fronta, actuelle Frenda, à l'ouest. Les Romains s'étaient ainsi donné des moyens militaires importants pour s'approprier les riches terres des vallées de l'Ouadriou, de l'Ouad Mina, ainsi que celles de Rahouia et du Sersou. Pour ce faire, l'armée romaine repoussa une partie des tribus vers l'Ouarselis et l'autre partie vers le sud. Pour s'opposer à cette politique de spoliation, comme partout ailleurs en Numidie, les tribus de notre région n'avaient cessé de défier l'ordre romain, sans pour autant arriver à le remettre en cause. L'une des insurrections importantes en Nubie d'Algérie à cette époque fut celle de Firbus en l'an 370 après Jésus-Christ. Lors de cette insurrection, les tribus de notre région étaient parvenues à libérer les vallées de l'Ouadriou, de l'Ouad Mina ainsi que le Serson, sans arriver à prendre la ville de Tingartia. Après s'être réorganisés sous la direction d'un grand général, Théodose, les Romains parvinrent à reprendre en l'an 375 après Jésus-Christ les territoires qu'ils avaient auparavant perdus. Pourtant, malgré cette victoire, les Romains étaient tellement affaiblis par ces nombreuses insurrections qu'ils ne purent résister longtemps à l'invasion des Vandales qui déferlaient sur l'ouest algérien en venant d'Espagne en l'an 430. Les Romains n'avaient pas d'autre solution que celle de se retirer progressivement vers l'est. Profitant de la situation,
les tribus de Warsonis et du Serso, s'attaquèrent à Tingartia, la prirent, la baptisèrent du nom de Berbère de Tihet et en firent la capitale de leur royaume. Massouna, Aguilid, ou roi, Aguilid en berbère, roi du royaume de Tihet, entreprit dès 508 après Jésus-Christ l'extension de sa capitale et aux deux premières ceintures fortifiées construites par les Romains, il en ajouta une troisième. Il mit très vite en œuvre une politique fondée sur la tolérance, grâce à laquelle il parvint à faire vivre en bonne intelligence les berbères non romanisés avec les berbères romanisés, juifs et chrétiens. Pour preuve de cette grande tolérance, on peut citer deux faits. Comme premier fait, l'on peut évoquer le voyage entrepris par l'évêque de Mina, qui se rendit au concile de Carthage pour y représenter l'église chrétienne du royaume de Tyr. Et comme deuxième fait, l'on peut relever sur le site de Tyr, pour cette même période, la découverte d'un chandelier à cette branche, preuve d'une incontestable présence juive dans notre région à cette époque. Le roi Massouna intégra en outre à son royaume celui de l'Oranie avec sa capitale Attala, près de Tlemcen, et étendit les limites de son état jusqu'à l'Orès. Le successeur de Massouna, le roi Mastigas, annexa en l'an 535 au royaume de Tyr les territoires des tribus du Dahra jusqu'à la mer. Seule la ville de Qaisariya, Cherchel, fortement tenue par les Byzantins, échappa à son pouvoir. Le successeur de Mastigas, le roi Garmoul, parvint à prendre la ville de Qaisariya. Et les Byzantins, voulant coûte que coûte garder une présence dans cette région centrale, parvinrent à la reprendre. Pour exercer sur eux une pression constante, Garmoul n'hésita pas à les attaquer en Afrique proconsulaire en l'an 580. Si les études effectuées à ce jour sur le royaume des Djeddah n'ont pas encore permis de cerner avec précision l'histoire des rois tihertins de cette époque, l'importance de leurs tombeaux, au vu de leurs dimensions, de leur architecture et des matériaux utilisés, atteste de la grandeur de cette dynastie qui a duré du 5e au 7e siècle. En cette fin de 7e siècle, les royaumes de Tihet et des Aurès n'avaient rien à craindre des Byzantins, repliés en Éphérie. Ils voyaient par contre lever à leur frontière sud-est une menace plus sérieuse, celle des Omeyyades. Pour y faire face, les dirigeants de ces deux royaumes numides décidèrent de les unifier sous la direction de Poséidon. En l'an 670, pour éviter une confrontation périlleuse avec l'armée de Poséidon, Orba contourna les Aurès par le sud et avança prudemment le long des hautes plaines. Il tenta de prendre Tihet, sans succès. Rappelé à Damas, Orba laissa place à Abul Muhajir en l'an 660. Préférons le dialogue. Rappelé à Damas, Orba laissa place à Abul Muhajir en l'an 660. Préférons le dialogue à l'action armée. Abul Muhajir finit par faire entendre le message de l'islam à Poséidon. Ce dernier se convertit à la nouvelle religion, entraînant par son exemple beaucoup de ses compagnons à faire comme lui, notamment les tribus de la région de Tyr. De retour au Maghreb en l'an 681, Uqba ibn Nafa arrêta Abul Muhajir et Poséidon, puis reprit sa méthode guerrière contre les tribus récalcitrantes. Il allait cette fois-ci remporter d'importantes victoires, dont notamment la prise de Tyr en 683, ville qui livra à la destruction. À la mort de Poséidon en l'an 686, l'opposition armée aux Omeyyades reprit sous la direction de la Kahina, reine des Aurès. Malgré une farouche résistance, elle ne put empêcher le gouverneur omeyyade Hassan ibn Nu'man de prendre possession du site stratégique de Tyr en l'an 700. Il releva les ruines de la ville et la baptisa du nom de Tahat, la purifiée. Après la mort de la Kahina en 703, ses deux fils se rallièrent aux Omeyyades, entraînant avec eux les tribus du Tel, et notamment celle de la région de Tahat, et c'est au nom de l'islam
et sous le commandement d'un natif de la